Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour le grand jour, mon preview du TKO 43 qui aura lieu ce vendredi 4 mai 2018 à Québec, le premier événement TKO à Québec et dans le combat principal. On a Marc-André Barriault dans sa ville qui va défendre son titre poids moyen contre Brandon Kornberger dans un combat de tous les instants. Et puis j'ai mes analyses et prédictions complètes pour ce combat-là, mais les 12 autres combats sur la carte, on a donc une carte de 13 combats. Puis je vais commencer immédiatement, on n'a pas vraiment de temps à perdre avec ça, on a beaucoup de choses à parler. Le premier combat de la soirée, c'est chez les 135 livres et c'en est un très bon, un très intriguant, Devin McIntyre contre Samuel Moisan. Et puis Devin McIntyre, on l'a vu il y a pas si longtemps, au mois de mars à la Place Belle, c'était son premier combat professionnel face à Frédéric Duprat. On sait tous comment ça a fini, une guillotine. On pensait qu'il était peut-être inconscient. Finalement, il ne l'était pas du tout. Mais il avait pas ses mains pour taper ni rien. C'est un finish un peu controversé. Ça a fait jaser, on se le cachera pas. Mais il voulait rebondir rapidement de ce combat-là, vu qu'il y a eu seulement que quelques secondes dans la cage, puis il s'en est sorti indemne. Et il est là à Québec, quelques mois plus tard. Devant lui, il y a Samuel Moisan, un gars du Nova Gym au Québec, un striker, qui a disputé son premier combat professionnel contre Xavier Alaoui en novembre 2015. On l'a pas vu depuis. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il va avoir fait depuis ce temps-là, les améliorations qu'il va avoir apportées à sa game, parce que il y avait déjà une belle game, je vous dirais. C'est un bon striker, c'est quelqu'un qui a l'air très à l'aise debout. Il y a des belles angles d'attaque. C'est un gars qui est vraiment à son meilleur quand il va en combinaison, par exemple. S'il va de l'avant, travaille en combinaison et lethal avec son striking. Un excellent striker. Cependant, j'ai cru noter qu'il y avait tendance à ne pas faire ça. Il y avait tendance à aller de l'avant puis essayer d'y aller one shot at a time, plus placer ses coups. Puis ça fait qu'il est un peu plus facile à contrer dans cette situation là. Puis c'est ça que j'ai peur qu'il joue directement dans le style de Devin McIntyre en fait, parce que McIntyre reste un gars quand même patient debout jusqu'au moment où il ne l'est plus. Il me fait peut-être penser un peu à un Charles Perez dans le sens qu'il est light sur ses pieds, bounce, puis quand il est prêt, il explose avec un flurry de shot et puis il finit ça avec un takedown. Il finit ça en shootant un takedown. Puis d'après moi, il va vraiment avoir intérêt à essayer d'amener ce combat-là au sol contre Samuel Moisan. Ce que j'ai vu de Moisan, niveau grappling, c'était assez bien. Je vous dirais, c'est peut-être pas la meilleure takedown defense que j'ai vu. Alaoui le takedown quelques fois, assez facilement, je dirais, mais à chaque fois, Moisan, automatiquement, il essaie d'initier un scramble et puis ça fait qu'il est très difficile à garder en dessous au sol. Ça va vraiment être du gros travail de McIntyre pour faire ça, mais Devin McIntyre a prouvé dans son combat contre Duprat, oui, mais dans ses autres combats avant, surtout les combats amateurs qui sont sur YouTube, que c'est un gars excessivement tough, un gars qui ne tapera pas. On l'a vu contre Duprat, on l'a vu contre Brandon Lee, où Brandon Lee a juste besoin de l'endormir pour finir le combat. Donc, c'est un gars super tough, un gars qui tapera pas, puis un gars qui va continuer de foncer, d'aller de l'avant et tenter de mettre la pression sur Samuel Moisan, qui va vouloir aussi faire ça s'il veut pouvoir exécuter sa game à son meilleur. Ça va vraiment être en allant de l'avant puis en amenant du volume, travaillant en combinaison sur Devin McIntyre. Je pense que si Moisan est capable de faire ça, s'il est capable de jouer au matador avec Devin McIntyre, il y a des très bonnes chances de gagner ce combat-là, mais je pense que la pression obstinée de McIntyre et le fait qu'il va vraiment avoir un but qui va être d'amener ce combat-là au sol, combiné avec le fait que j'ai pas vu la meilleure takedown defense de la part de Moisan, je pense que même si Moisan initie des scrambles et se défend bien, il y a une bonne partie de ce combat-là qui va se dérouler dans la game de Devin McIntyre et c'est pourquoi je vais le choisir ici pour gagner ce combat-là par décision. Deuxième combat de la soirée maintenant chez les 155 livres. Deux gars qui vont faire leur début professionnel. Macia Fonda contre Joey Patry. Et puis ça va être un grueling fight. C'est littéralement wrestler versus wrestler. Deux gars qui vont vouloir aller chercher le takedown, travailler en top control, lander du gros ground and pound. Fonda le fait bien. Patry le fait bien. C'est pas mal ça pour vrai, pas mal ça l'enjeu de ce combat-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point les deux vont échanger debout. Pour ce qui en est de Fonda, le tape que j'ai vu, je l'ai pas vu échanger debout. C'est un gars qui fonce sur toi et qui essaie automatiquement de close la distance, de clincher, travailler un clinch dans le clinch contre la cage pour essayer de travailler un takedown. Puis c'est vraiment sur le top qu'il veut se retrouver. Puis c'est là qu'il va commencer à se laisser plus un peu aller avec son ground and pound. Joey Patry, excellent lutteur aussi. Il y a peut-être plus une base en jiu-jitsu cependant que Macia Fonda. Puis je pense que c'est ce qui va l'aider dans ce combat-là. Parce qu'on va vraiment avoir un grappler plus complet en Joey Patry. Un gars qui, oui,
préfère aussi aller chercher le takedown, aller chercher le top, travailler de cette position, mais un gars qui a une bonne base en jiu, qui est capable de faire des choses. Et puis Mathia Fonda, de ce que j'ai vu de lui, était vraiment très wrestling oriented, un gars qui veut essayer de rider le top. Puis je pense que justement le jiu-jitsu de Joey Patry est ce qui va venir lui donner un avantage dans ce combat-là. Je vois un grueling fight, je vois beaucoup de temps contre la cage, essayer de s'échanger des techniques dans le clinch pour voir qui va lander les takedowns, qui va avoir le top control. La personne qui va probablement passer le plus de temps sur le top ou en contrôle général des positions de grappling devrait être celui qui va gagner le combat. Et selon moi, Patry devrait être le grappler le plus complet des deux, est un bon lutteur mais aussi un bon combattant de Jiu-Jitsu, contrairement à ce que j'ai vu de Fonda qui était vraiment très lutteur et peu Jiu-Jitsu. Donc j'y vais avec Patry ici par décision. Troisième combat de la soirée, maintenant on est de retour chez les 135 livres, c'est Maxime Soucy contre Olivier Nadeau, un autre combat très intriguant et un excellent duel de style, alors qu'on va avoir Maxime Soucy qui a un background en karaté Kyokushin, qui va climb avec le striker ici, et le plus grand et le plus long des deux combattants, il mesure 5 et 9 à comparer de 5 et 7 pour Nadeau, il a une reach de 71 pouces contre seulement 68 pour son adversaire, et puis ça va vraiment être tout à son avantage de garder at range Olivier Nadeau, puis de le striker de là. C'est de loin là que Maxime Soucy est le plus dangereux. Et c'est vraiment ça son style, que de rester à distance. C'est un très bon range striker. Nadeau, lui, est vraiment plus petit, plus stocky. Un gars très athlétique, très explosif. Ça va être tout à son avantage de fermer la distance ici, d'essayer d'aller dans le clinch, de essayer de lander des takedowns, de travailler sur le top, d'être lourd, d'être pesant sur Maxime Soucy, puis de garder la distance la plus fermée possible, parce que c'est vraiment là qu'il va être capable de gagner ce combat. Je pense pas qu'il va vraiment avoir les outils pour s'engager dans une range battle contre un gars qui est un très bon striker comme Maxime Soucy. Et puis, Nadeau a très bien fermé la distance contre Matalo. C'est quelque chose qui a très bien réussi dans ce combat-là, à essayer d'aller chercher le clinch, a réussi à lander quelques takedowns, même si Matalo avait des handstands assez incroyables, puis se relevait comme si de rien n'était, mais je sais pas si ça va autant marcher contre Soucy, parce que Soucy est vraiment un gars qui porte plus attention au management de la distance. Matalo, oui, est un très grand gars, sait se servir de son range, mais ça ne dérange vraiment pas de se battre dans la pocket non plus. On l'a vu dans plusieurs combats. Il a laissé Charles Perez venir vers lui pour lander des genoux dévastateurs contre Nadeau aussi. Même contre Charles Jourdain, c'est pas battu à son range optimal. C'est Charles Jourdain qui leadait le combat at range avec ses leg kicks et ses choses comme ça. Donc, Matalo est un gars qui est vraiment plus game de se battre dans la pocket ou même d'aller chercher le clinch, où il y a un excellent Muay Thai clinch. Maxime Soucy, lui, même contre Matalo, on le voyait, était vraiment celui qui kickait, qui s'assurait de rester at range, qui était vraiment le gars le plus consciencieux dans ce qui était le management de la distance. Et puis, c'est quelque chose qui fait bien, c'est une de ses forces. Puis c'est ce qui va probablement lui donner, selon moi, l'avantage ici contre Olivier Nadeau, qui, un peu comme je l'ai dit dans le cas de Moisan McIntyre, ça va être une game de matador ici. Soucy étant le matador, Nadeau étant le taureau. Et puis, Soucy est un très habile matador. C'est pas mal en ça qu'il a développé sa game. Et puis dans ses combats amateurs, quand on a vu quelqu'un s'agripper à lui et réussir à le takedown, ça n'a pas été long. Maxime Soucy, qui est quand même très désagréable avec ses longues jambes, a réussi à soit se relever rapidement et puis ou tout simplement sweeper. Et puis j'ai vu de belles choses de Soucy au sol. C'est pas comme si le combat allait au sol, c'était automatiquement un squash pour Olivier Nadeau. Maxime Soucy est un très bon combattant au sol, puis il est assez scary sur ground and pound s'il est capable de prendre le top. Donc j'ai Maxime Soucy ici, je vais y aller avec un TKO au deuxième round. Quatrième combat de la soirée maintenant, toujours chez les 135 livres. Puis ça, ben c'est le combat qui m'a donné de la misère. C'est Terry Lemaire contre Samuel Giguère. Puis j'ai eu de la misère parce que moi, je ne viens pas de la région de Québec. Je suis de la région de Montréal plutôt. Et puis, ben j'ai jamais vu Samuel Giguère se battre. Puis il n'y a pas vraiment de footage sur lui sur YouTube. Ce que je sais, c'est qu'il doit avoir du bon jiu-jitsu. C'est une ceinture mauve en jiu-jitsu brésilien qui s'occupe du club Sampa en Beauce. Donc, des gars de la région de Québec que je connais, qui ont déjà roulé avec lui, me disent que c'est un très bon gars de jiu-jitsu brésilien, puis il a battu des bons combattants au niveau amateur. J'ai quand même aucune idée vraiment de c'est quoi sa game, mais il me semblait être un bon prospect, quelqu'un qui est en vogue dans la région de Québec et quelqu'un qui a battu des beaux noms quand même au niveau amateur. Donc j'ai quand même confiance à ce que ça va donner pour son premier combat professionnel contre Terry Lemaire, qui est un gars super game partout. Puis on dirait que le fait qu'il est game, ça fait qu'il se laisse un peu ouvert. C'est un gars qui va être outstrikeable. Je ne sais pas jusqu'à quel point Giguère va vouloir travailler debout contre lui, sachant que Lemaire est un gars de prime d'abord de Muay Thai.
Giga va probablement avoir intention d'amener ce combat-là au sol. Le maire est super willing au sol. Des fois, ça semble pas être à son avantage. On a même vu Alex Morgan, Tariq Ismail avoir du bon temps à top control sur lui. Et c'est ça, le maire est le genre de gars qui peut se laisser un peu contrôler au sol. Il a gagné son premier combat pro récemment, une soumission, mais aïe, c'est difficile, c'est vraiment difficile parce que j'ai pas beaucoup d'informations, mais de ce que j'ai vu de Lemaire, je vais y aller avec Giga, même si j'ai jamais rien vu de lui, de par le fait même que je trosse le club Sampa pour que si c'est une purple belt, ça va être une bonne purple belt, les gars de Sampa. Étant moi-même sur la scène BJJ, je le sais que c'est un très bon gym en général, donc je m'attends avec d'avoir un gars en Giga qui a du bon jiu-jitsu, qui se bat contre un gars qui va essayer de striker, mais qui est beaucoup trop willing de grappler s'il y a grappler, puis qui est un peu ouvert dans ce département-là, puis qui est un peu plus facile à contrôler qu'il devrait l'être parce qu'il est trop game de jouer une grappling game. Donc, Samuel Giguère par soumission au deuxième round dans un pic très peu informé ici. Cinquième combat maintenant chez les 145 livres, on a Matteo Vogel qui move up d'une division pour affronter Stéphane Lavoie. Et puis c'est un autre combat qui me donne de la difficulté parce que j'ai pas beaucoup d'infos sur Stéphane Lavoie, ni sur Matteo Vogel en fait. On l'a seulement vu que quelques minutes, puis il a tout simplement dominé James Clark au sol de façon absolument brutale. On n'a rien vu d'autre de sa game vraiment, on sait pas ça a l'air de quoi de bout pour lui. Et puis c'est ça qui va être intéressant de voir parce que je le sais que Stéphane Lavoie est un bon combattant jiu-jitsu brésilien, désolé. Oui, il a perdu son seul combat professionnel, mais il se battait probablement une weight class trop grosse pour laquelle il se battait, puis il a affronté Michael Dufort qui avait raté le poids pour ce combat-là, et puis qui a passé un rear naked choke au premier round, puis on s'entend que perdre par rear naked choke au premier round contre Michael Dufort ne fait pas de toi un mauvais grappler en aucun lieu. C'est pas mal tout ce qui est arrivé à tout le monde qui a affronté Michael Dufort depuis qu'il s'est mis à gagner. Donc, que dire de ce combat-là? J'ai quasiment envie d'appliquer la logique Vogel contre Clark à Vogel contre Lavoie, dans le sens que Vogel est clairement un 135 livres qui va move up à 145 livres pour affronter un autre fighter qui, je présume, est aussi grappling based en Stéphane Lavoie. Donc, est-ce que le plus gros grappler va juste smasher le plus petit grappler comme Vogel l'a fait avec Clark, ou non? Parce que Matteo Vogel me semble monstrueux au sol. Là. Pour être franc avec vous, c'est un gars qui, à 135 livres, va être monstrueux au sol. Puis, je serais pas surpris aussi qu'il soit capable de compete avec une division plus grosse de par son style. C'est un gars qui va être un peu plus petit, 2 pouces de plus petit que Stéphane Lavoie, mais qui est quand même un bon 5 et 8 avec une reach de 71 pouces. C'est pas le plus petit des gars. Je ne sais pas jusqu'à quel point la différence de grosseur va venir jouer un rôle dans ce combat-là, pour être bien franc avec vous. Et j'ai tendance à vouloir y aller avec Vogel, parce que ce que j'ai vu de lui, c'est absolument terrorisant. De oui, par son control au sol, mais par son ground and pound, la façon dont il était excessivement agressif au sol, il ne cherchait qu'à finir le combat. Si il est capable de rouler comme ça avec tout le monde contre qui il se bat ou presque, ça va être un gars absolument brutal au sol, et c'est peut-être un peu par manque de tape sur la voix, mais j'y vais avec Vogel ici dans une soumission au deuxième round. On passe au 6e combat, le dernier de la carte préliminaire, et ça a ce gros potentiel d'être un firefight. On a Sean Mead contre Danny Mallette chez les 170 livres, et puis ça va être un firefight parce qu'on a deux très grands welterweight 6 pieds 1 qui sont des kickboxers puis qui vont littéralement vouloir s'arracher la tête. Les deux ont des styles quand même agressifs. Mead probablement plus que Danny Mallette. Mead est un gars qui lance des coups de genoux dans le clinch de façon abusive, qui a un push kick qui est probablement son arme qu'il utilise le plus quand un adversaire fonce vers lui, puis il lance que des bombes, il lance que du power. Il est surprenant au sol, vraiment. C'est un gars qui ne semble jamais initier le grappling, mais quand que le grappling se fait initier à lui, ben dans le clinch, il lance des coups de genoux en malade, puis s'il réussit à transporter à terre, son ground and pound est absolument scary. Mais va-t-il pouvoir faire ça contre Danny Mallette? Je le sais pas, parce qu'il semble vraiment être un striker moins expérimenté que Danny Mallette, qui oui fait des combats amateurs, mais qui a aussi fait du kickboxing, et puis ça paraît vraiment, c'est un bon kickboxer, c'est un gars qui a des bons kicks très raides, il a du gros power dans ses mains, mais sa technique debout est très propre, mais de plutôt l'air des fois d'un gars qui réagit en lançant des grosses bombes, puis qui est un peu plus du style brawler que Danny Mallette, qui, comme j'ai dit, a vraiment une technique plus propre
debout, c'est plus crisp, ça rentre bien. Donc oui, j'ai Danny Mallet ici, je pense qu'il va être capable de lander les meilleurs coups, puis peut-être même lander un coup fatal dans les 2 premiers rounds sur son adversaire Sean Mead, qui est un gars qui va venir pour faire une guerre, qui va être là devant lui, qui va swinger les grosses mains, qui va être très dangereux, mais un gars que je trouve que sa technique est un peu moins propre, et je vais y aller avec le gars qui a la meilleure technique selon moi, c'est Danny Mallet par TKO au premier round, tu sais, pourquoi pas. On passe maintenant à la carte principale, le 7e combat de la soirée. Premier sur cette carte principale, c'est à 125 livres chez les dames. C'est un combat très attendu sur cette carte. Maggie Poulain contre Jade Masson-Wong, le rematch. Et j'ai très hâte de voir ça. Malheureusement, il est impossible de voir le premier duel entre les deux sur Internet. Mais j'ai eu la chance d'en parler avec Jade lors de l'épisode du podcast qu'on a fait ensemble. Et puis, elle m'a dit que Maggie Poulain était allée de l'avant, avait lancé des grosses mains. Ça l'avait comme un peu sorti de sa game. Et puis, de ce que j'ai vu de Maggie Poulain, c'est exactement ça qu'elle fait. La fille, c'est pas super beau techniquement ce qu'elle fait, mais elle s'en vient pour la guerre, là. Elle va de l'avant, elle lance des mains, elle est extrêmement tough, mais aussi extrêmement touchable. Et puis, c'est un thème qui revient un peu sur cette carte-là, mais c'est vraiment une game de matador que Jade Masson-Wong va devoir jouer ici, parce qu'écoute, elle a probablement le taureau ultime devant elle sur cette carte-là. C'est une des combattantes qui va le plus aller de l'avant et essayer de soigner des bongs. Probablement avec Mena Dabella, de qui on va parler un peu plus tard. Mais c'est vraiment ça la game de Maggie Poulain. Elle a aussi un background en Jiu-Jitsu. Elle va être capable de peut-être essayer de shooter des takedowns, mixing ça dans la game. Jade peut se faire takedown, mais se relève très bien. Elle est un peu comme Marc-André Barrios dans ce sens-là. Elle concède vraiment aucune position. Ici des scrambles tout de suite. Et puis j'ai vraiment hâte de voir ce que Jade va faire avec des petits gants, parce que oui, elle a l'air de frapper très fort, puis c'est une fille qui travaille en combinaison. C'est rare que tu vois Jade Masson-Wong y aller un punch à la fois. Elle y va à coup de 2-3, et puis ça, si elle réussit à justement faire venir Poulain vers elle, se pogner une bonne angle, puis lander 2-3 bons coups, ben je serais pas surpris qu'elle envoie son adversaire au tapis avec ça. Et puis c'est vraiment ça qui va me faire pencher vers elle aussi. J'ai vu du power dans Jade Masson-Wong que je ne vois pas nécessairement dans Maggie Poulain, qui va être une fille qui va avoir une game super fatigante, super difficile à se battre contre, mais Jade sait exactement à quoi s'attendre, elle l'a déjà vu, et je pense que dans une situation où tu sais déjà quoi t'attendre de ton adversaire, ça risque d'être la combattante la plus technique qui va l'emporter, et debout, c'est clairement Jade Masson-Wong, la combattante la plus technique des deux, et je vais y aller avec une décision ici. Je pense que Poulain est super tough, va aller de l'avant, mais comme j'ai dit, elle est super touchable, pis ça devrait pas être bien difficile pour Jade Masson-Wong de toucher avec les meilleurs coups, même si elle reçoit des coups en retour. Donc je pense que c'est un bon rematch pour Jade. Je pense qu'elle est prête et puis ça va être un combat qu'elle va remporter ici par décision. 8e combat de la soirée maintenant, l'autre combat féminin à 115 livres celui-là. C'est Sylvia Juskevich contre Alyssa Crown. Et puis je vous cacherai pas, j'étais excité de voir Juskevich parce que j'ai checké un peu de tape sur elle. Puis ben c'est littéralement le même style que Joanna Jędrzejczyk puis Karolina Kowalkiewicz. Une Muay Thai stalker qui veut te backer dans un coin, lancer du volume pour toi, sur toi, puis te faire le plus mal possible pour le plus longtemps possible. C'est le genre de fille qui va pas te one punch knockout. C'est le genre de fille qui va t'avoir à l'usure en tabarnouche par exemple. Et puis à la fois Alyssa Crown ici, fille qui est une Canadienne, qui est assez solide. Elle a participé à la saison de Tough. Elle a perdu malheureusement son premier combat. S'est fait passer une soumission par Jamie Moyle. Mais elle a réussi des beaux takedowns contre Jamie Moyle. Du bon top control. Dans ce combat-là, elle a fait bien des belles choses. Cependant, ça n'a pas été de son côté. Mais ça me fait un peu douter de ce combat-là, dans le sens que Crown semble être une bonne grappler, et Juskevich a eu un peu de misère avec les filles qui ont essayé de la tie-up et de la take-down. On pense à Kana Asakura, à Rizin un peu plus récemment, qu'elle a perdu ce combat-là parce que justement elle s'est fait smasher. C'est sûr que Juskevich s'est déjà battu à 105 livres aussi. C'est pas la plus grosse des 115 livres, seulement que 5 pieds 2, mais Alyssa Crown aussi. Donc je pense que Juskevich ne sera pas outsized en termes de grosseur dans ce combat-là. Et puis oui, peut-être Crown va réussir à l'ender takedown, avoir du succès dans un des 3 rounds, mais je pense que la majorité du combat va être Juskevich qui va put in du work debout, et je la vois gagner une décision ici. Si elle a une performance dominante, elle va peut-être même passer un TKO au 3e round à Crown, qui va absolument avoir besoin de lutter puis de passer du temps en top control ou tie-up dans la cage, dans le clinch. Mais encore là, je sais pas si je voudrais passer autant de temps dans le clinch contre une striker Muay Thai qui peut vraiment te faire mal avec ses coups de coude et ses coups de genoux. Donc,
Tough match-up pour la Canadienne. Juskevich a l'air d'une fille assez excitante, pas mal expérimentée. J'ai très hâte de voir ça et je pense qu'elle va gagner ici par décision. 9e combat maintenant chez les 145 livres et Alex Morgan s'est peut-être finalement magasiné le plus tough test qu'il pouvait avoir en Peter Pettis, qui est un excellent combattant, un gars qui a participé au Dana White Contender Series. Comme vous avez deviné, il affronte Alex Morgan. C'est ça le duel. Et puis je dis que c'est un tough test. Comparé aux deux autres gars que Morgan aurait pu affronter cette semaine, je pense que Christopher Sangel aurait été un combat le plus rarement le combat le plus facile pour Morgan sur les trois. Clayton Duarte est un gars très énigmatique, mais un gars qui allait vouloir échanger des bombes debout contre Morgan. Pettis est particulier. Très particulier, a un style traditionnel, d'arts martiaux traditionnels debout, un peu à la Wonder Boy, les mains très basses, lance beaucoup de kicks, des question mark kicks, plein de kicks bizarres, un style karaté taekwondo, se bat sur le back foot. Par exemple, il lutte beaucoup. Puis il lutte même trop, je trouve, dans ce qu'on a vu à son combat à Contender Series, puis dans d'autres combats sur la scène régionale. C'est un gars qui est là, qui est sur le back foot, qui lance des kicks, qui est flashy, un très fast starter, un gars qui connaît des bons débuts de combat et qui paraît toujours bien en début de combat, mais que plus le combat avance, plus qu'il semble un peu ralentir, et c'est peut-être attribué au fait qu'il lutte beaucoup, chose que je comprends pas. Il pourrait être si bon à se battre sur le back foot, lander ses kicks, un peu stepper ses pieds, lander avec une grosse droite, parce que oui, c'est un gars qui est quand même puissant, même si c'est pas le plus gros et le plus grand des 145 livres. C'est un gars qui va être plus petit, moins gros et moins long qu'Alex Morgan, mais ça va vraiment être à l'avantage d'Alex Morgan ici de se battre à punching range. C'est là que j'ai constaté qu'il était à son plus faible. C'est un gars qui est bon all the way out à distance quand il peut aller de reculons puis de frapper. C'est un gars qui est bon all the way in parce qu'il y a quand même un background en lutte puis il semble avoir un clinch control assez low contre la cage. C'est de là qu'il travaille des takedowns, surtout des body lock takedowns, et puis à punching range, c'est là qu'on l'a vu vraiment avoir plus de difficultés contre des adversaires. Ça a pris un petit moment pour que Julio Arce s'ajuste. Mais au moment qu'il a réalisé qu'il devait se tenir juste assez loin pour que Pettis soit pas capable de le grabber, mais juste assez proche pour qu'il soit pas à kicking range, mais c'est là que Pettis est un petit peu dépourvu puis se retrouvait à manger des gros coups de poing. Puis je pense que ça va assez bien dans la game d'Alex Morgan. Morgan est un gars patient debout, un gars qui aime pick ses shots, mais un gars qui a une bonne idée justement de la distance et puis des différents stades de distance dans le combat debout. Puis ça fait que d'après moi, il va analyser Pettis en début de combat, va peut-être le laisser avoir un bon début, comme Pettis fait souvent, mais plus le combat va avancer, plus qu'il va réussir à settle dans le punching range, dans la pocket vraiment, puis c'est là qu'il va réussir à mettre des mains sur Peter Pettis, qui semble être un gars qui fold assez vite, pour être franc. Ça allait si bien contre Julio Arce, puis dès qu'il a commencé au deuxième round à se faire frapper un peu plus, mais là plus rien n'allait, puis il avait l'air de chercher un way out dans ce combat-là. Donc je vais y aller ici avec un TKO pour Alex Morgan au troisième round. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait avoir des bonnes chances d'arriver, mais Peter Pettis va être excessivement dangereux au début. C'est un gars qui est quand même très athlétique et explosif, puis que son style est pas conventionnel. Donc le temps que tu prends pour l'étudier, c'est là que tu dois vraiment être le plus prudent, parce que lui, à tout moment, il peut te sortir une technique absolument incroyable. Il y a beaucoup de cope à red kick au premier round. C'est un gars qui était réputé pour faire ça sur la scène régionale, mais plus le combat dure, plus que ça vient laborieux. Puis Morgan est un gars qui a absolument pas de problème à étirer un combat, puis à attendre d'être vraiment à son meilleur, puis sentir son adversaire faible avant d'y aller pour un move. Donc j'ai Alex Morgan ici, TKO, round 3. 10e combat de la soirée maintenant, un duel très attendu chez les poids lourds. Icho Larenas est de retour contre Rada Daichka, qui est aussi de retour, qui va tenter d'aller regagner son titre, doit gagner ce combat-là avant. Et puis, entre vous et moi, ça va être un duel qui va être excitant pour le temps que ça va durer. Mais il y a vraiment personne qui s'attend à ce que ça dure vraiment super longtemps non plus. Icho Larenas, c'est longtemps qu'on l'a pas vu. Il a perdu son dernier combat, si c'était en 2013. Il a gagné cependant contre Steve Bossé, contre Yann Pellerin, des performances qu'on s'en rappelle. Mais c'est un gars que ça fait très longtemps qu'il s'est pas battu en MMA. Il s'est battu en boxe. Est-ce que on peut vraiment utiliser sa fiche en boxe pour dire quelque chose? Je ne pense pas, parce que quand tu vas voir tous ses adversaires qu'il a affrontés, c'était des gars avec des fiches perdantes. Ou des fiches pas bonnes. Mais bon, au moins on sait qu'Icho n'a pas passé les 5 dernières années à rien faire. Il est resté actif dans des sports de combat. Puis on doit s'attendre à ce qu'il soit en bonne shape pour ce combat-là contre Adam Daichka. Mais c'est juste pas un bon style match-up. Icho, c'est un gars qui lance des bombes, mais qui lance des bombes
one shot at a time. Il est là, puis boum, va essayer de lancer une bombe, reset, boum, va essayer de lancer une autre bombe. Puis Adam Daichka travaille vraiment en combinaison, lui, puis c'est un gars qui est capable de très bien lire les punches, qui est surprenant, Adam, parce qu'il est très light sur ses pieds pour un gros gars. C'est un gars qui est rapide et mobile, et très explosif et athlétique pour un heavyweight. C'est un très bon athlète, même si des fois il a pas l'air de ça avec sa bédaine pis ces choses-là. Adam est un très bon athlète pour la catégorie heavyweight, puis c'est ça qui va être difficile contre Icho Larenas, qui est un gars qui est connu pour avoir des problèmes de conditionnement aussi. C'est un gars qui, on se le cachera pas, gaz out rapidement dans ses combats, des fois dès la fin du premier round ou début du deuxième, et puis la seule place où tu vois Kicho Larenas semble vraiment se laisser aller, c'est quand il est dans le clinch avec le single collar. Là, il va essayer de lancer des combinaisons qui sont pas mal des combinaisons d'uppercut, mais puis de hook, mais du bon dirty boxing dans le clinch, c'est là qu'il semble vraiment faire le plus de dommages. Mais at range, il arrive tout le temps avec une shot à la fois, une shot qui est assez prévisible, puis Adam va passer à côté de ça, en dessous de ça, ou peu importe, va cutter un angle, lander un 1-2, puis si ça marche pas, va lander une autre grosse main droite, puis je suis pas mal confiant ici quand je vous dis qu'Adam Daichka va rapporter ce combat-là, probablement par KO au premier round. Puis si c'est pas au premier round, ben ça va être au début du deuxième. Icho a mentionné qu'il allait essayer peut-être de travailler au sol aussi dans ce combat-là contre Adam Daichka, chose qu'on n'a jamais vraiment vu personne faire, mais il y a des gars qui ont essayé, des gars comme Jared Anderson, puis ils se sont retrouvés avec un paquet de coups de genoux au corps et en pleine face. Adam Daichka n'est pas un gars qui aime le grappling, n'est pas un gars qui veut travailler au sol, mais est un gars qui lutte beaucoup en pratique, un gars qui pratique énormément sa takedown defense et qui pratique ce qu'il fait après avoir défendu un takedown, faire payer son adversaire autant avec ses mains qu'avec ses pieds. Donc, je pense qu'Icho va aussi probablement se mettre dans le pétrin s'il essaie de shooter Adam Daichka, parce qu'il va se retrouver on the receiving end of des gros coups de genoux, des gros coups de coude, puis des gros coups de poing. Donc, Adam Daichka par KO au premier round, c'est un pick assez confiant sur cette carte-là, selon moi. 11e combat maintenant, premier combat pour le titre. Chez les 135 livres, on a Sebastian Ruiz contre Jesse Arnett. Et puis, c'est pas trop clair dans le cas de Ruiz combien de combats MMA il a. La majorité des sites comme Sherdog Tapology disent qu'il est 1-0. Lui, semble dire qu'il est 3-0. C'est des choses trop dures à savoir pour des combattants qui viennent de l'Amérique du Sud comme ça, dans des places où il n'y a pas beaucoup d'MMA. Chose certaine, c'est un excellent combattant Muay Thai. Et puis le bottom line dans ce combat-là, c'est que autant que ça risque d'être deux ligues différentes debout, on peut absolument être certain que ça va être deux ligues différentes au sol. Et puis, est-ce que Sebastian Ruiz a l'expérience MMA pour pas se faire set-up un takedown par Jesse Arnett, qui, à la base, est un lutteur. Il a du bon jiu-jitsu, il est rasé avec une bonne boxe, mais à la base, Jesse Arnett est un lutteur. À la base, Jesse Arnett est un gars qui veut amener ce combat-là au sol, essayer de finir ça avec un Darce Choke ou avec du ground and pound. Mais regardez, je pense qu'à la seconde preuve, ce combat-là va toucher le sol. Ça va être assez facile pour Jesse Arnett. Et oui, son adversaire va être excessivement dangereux debout, mais de ce que j'ai vu, qui est pas du MMA d'ailleurs, donc c'est ça qui est difficile à dire, mais avec qu'il y ait un combat ou 3 combats, c'est difficile de penser que Sebastian Ruiz a l'expérience MMA pour éviter un takedown d'un gars comme Jesse Arnett, qui est un gars qui a des excellents takedowns, qui a des excellents setups pour ses takedowns, qui fait ces choses-là en MMA depuis un long moment, qui est dans le prime de sa carrière, qui est prêt à aller au plus haut niveau, et ça depuis un bon moment. Et puis, ça serait vraiment toute une bad luck pour Arnett de perdre ce combat-là. Oui, il y a un adversaire qui est dangereux debout, je le répéterai pas assez, mais je ne crois pas que Sebastian Ruiz a les outils et surtout l'expérience pour empêcher Jesse Arnett de l'amener au sol. Puis au moment où ça va être au sol, ça sera pas beau à voir. Donc, Jesse Arnett par soumission au premier round, un Darce Choke. C'est mon move, j'espère qu'il va le faire, j'adore ce move-là. Donc, Jesse Arnett, soumission au premier round. 12e combat maintenant chez les 170 livres, le combat pour le titre, Mena Dabella contre Jonathan Meunier. Et puis, le fait que Pedro Gostinski Jr. ne soit pas là, c'est triste, mais ça fait pour moi un match-up beaucoup plus simple à analyser. Parce que Mena Dabella est un combattant qui a seulement 5 combats professionnels, un excellent prospect dans l'Ouest, un des prospects les plus en vogue au Canada, mais un gars qui a quand même une game encore assez simple. C'est un gars qui va de l'avant,
qui lance des bombes, et puis tout ça va le mener dans un takedown s'il en ressent le besoin, ou il y a de l'excellent ground and pound et est capable de finir des combats. Donc c'est pas mal ça, la game de Mena Dabella, et puis ça va être encore, comme je l'ai dit, un thème récurrent sur cette carte-là, une game de Matador pour Jonathan Meunier. Jonathan Meunier est un matador. C'est littéralement ça sa game, un peu comme Maxime Soucy. Les deux ont un coach en commun. Firas Zahabi, un gars très stratégique, un gars qui a un game plan pour chaque adversaire. Puis dans le cas de Joe Meunier, ça va être de laisser Abella venir à lui, d'éviter ses grosses bombes, puis de counter, soit avec ses mains, soit avec ses genoux, soit avec ses kicks, soit avec ses coups de coude, peu importe comment il veut le faire, il va avoir beaucoup d'ouverture ici pour Joe Meunier dans ce combat-là. Ça va être un combat qui est quand même dangereux, on se le cachera pas, Abella a du bon power dans ses mains. S'il avance pis t'en lance une grosse pis t'en vois pas venir, ou tu fais juste la sous-estimer pis dire ah non, ce punch-là il m'atteindra pas, ou tu le bloques mal pis il te ramasse, ça peut virer au vinaigre assez rapidement pour notre ami Jonathan Meunier, mais c'est quand même un stand match-up qui est excellent pour lui. On se le cachera pas. C'est un gars qui a une game qui va jouer dans la sienne, où Joe Meunier va pouvoir être le distance striker, le gars qui reste at range, qui est plus stratégique, qui joue sa game de matador et qui essaie de gagner par point ce combat-là jusqu'au moment où il y a un finish qui vient à lui. Parce que oui, Joe Meunier a beaucoup de finish. C'est jamais un gars qui va super gros chercher le finish non plus. Laisse le finish venir à lui. Et puis ça, c'est une excellente stratégie contre un gars contre Mena Dabella. C'est un combat que je m'attends à ce que Joe Meunier gagne. En plus, Meunier n'étant pas un gars qui va nécessairement aller de l'avant dans ce combat-là, ne va pas ouvrir le reactive takedown à Abella. Donc Abella va avoir à closer la distance, puis à probablement clincher pour travailler un takedown. Puis Joe Meunier est un des genres de gars qui te fait payer très cher le fait d'entrer dans le clinch avec lui, avec ses genoux plus précisément. Alors Abella va sûrement être désavantagé debout et va se retrouver dans des situations assez périlleuses quand qu'il va aller chercher le clinch pour tenter d'amener le combat au sol. Donc j'ai Joe Meunier ici et je l'ai avec un TKO au round 3. 13e combat maintenant, combat principal pour le titre des poids moyens TKO, le champion Marc-André Barriault qui défait contre Brandon Kornberger. De loin, son meilleur adversaire à date. Et là, on parle d'un gars qui a déjà affronté Strania 2 fois, Joe Valley, Yacine Bandoui, Todd Stout, mais Brandon Kornberger, c'est du solide, mesdames, messieurs. C'est le seul autre gars qui peut possiblement dire qu'il est le meilleur middleweight au Canada, puis qu'il y a personne qui lui a encore vraiment prouvé le contraire. Et il va, le seul autre gars à part Kornberger qui peut prétendre ça, c'est Marc-André Barriault, puis on va finalement savoir lequel est le meilleur, et le gagnant va probablement s'en aller dans l'UFC. On s'entend que le gagnant de ce combat-là n'a plus vraiment rien à prouver sur la scène régionale et doit s'en aller dans l'UFC. Mais quel match-up absolument exceptionnel on a, parce qu'on a deux combattants debout, très semblables, deux gars qui préconisent la boxe. Brandon Kornberger kick peut-être un peu plus que Marc-André Barriault, utilise les leg kicks, bien que Barriault utilise ça aussi, mais Barriault est plus un boxeur peu, un gars qui va essayer d'aller chercher sa grosse main droite, qui est la même chose que Brandon Kornberger veut. Ils ont la même grosse force, la main droite, avec beaucoup de power dedans, et puis c'est comme ça qu'ils essaient de terminer leur combat. Debout, on va avoir un Marc-André Barriault peut-être un peu plus grand et gros que Brandon Kornberger, 6 pieds comparé à 6 pieds, un petit 2 pouces d'avantage de reach, et on parle de 6 pouces d'avantage de reach au niveau des jambes pour Marc-André Barriault. Mais Brandon Kornberger, d'un autre côté, est absolument habitué de se battre contre des gars qui sont plus gros et plus longs que lui. Il y a des noms assez impressionnants sur sa fiche, lui aussi. Non seulement Francis Charbonneau, mais il a battu Miles Anstead et Teddy H dans des combats de 5 rounds. Décision unanime de 5 rounds contre Teddy H pour gagner le championnat de Unified MMA dans l'Ouest. Et puis, il l'a défendu contre Miles Anstead, un TKO au round 4. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tout comme Marc-André Barriault, Kornberger, dans son combat contre Anstead, a eu de la difficulté en début de combat. Puis c'est vraiment au round 3 et 4 qu'on a vraiment vu Brandon Kornberger prendre les devants dans ce combat-là et devenir le combattant qui était le plus dangereux. Et finalement, il a fini par terminer ce combat-là. Un beau TKO au 4e round qui a mis fin à la carrière de Miles Anstead, qui a pris sa retraite. On aimerait bien le revoir, mais il a pris sa retraite après ce combat-là. Et c'est le combat qui
qui a amené Brandon Kornberger à TKO. Il a battu Francis Charbonneau dans ce qui a été un changement de style complet pour lui. On se le cachera pas, Brandon Kornberger est un gars très similaire à Marc-André Barriault, dans le sens qu'il a l'habitude d'être le striker, qui se fait beaucoup lutter et qui travaille très fort pour justement défendre les attaques de lutte de ses adversaires. Et puis ça l'amène à épuiser ses adversaires, prendre le dessus dans les later rounds, puis finalement à réussir à finir son combat ou aller gagner une décision parce qu'il a outwork son adversaire dans le grappling. Même s'il n'est pas un grappler de prime abord, il reste un très bon grappler. Mais contre Francis Charbonneau, un gars qui est un boxeur assez exceptionnel, Brandon Kornberger, il a vu une lacune au sol, puis il a décidé d'en profiter, il a décidé de shooter et puis de tout simplement dominer Francis Charbonneau au sol avant de récolter sa première soumission en carrière professionnelle. Maintenant, va-t-il faire ça contre Marc-André Barriault? On peut penser que oui, parce que oui, Brandon Kornberger est super game d'avoir un duel debout où il échange, mais c'est un gars qui frappe très fort, mais qui peut se faire frapper aussi. On l'a vu contre Ryan James, se faire ébranler au 4e round, puis ça l'a amené à la défaite. Malheureusement, c'est un combat qui allait bien pour lui, mais non, il s'est fait ébranler au 4e round avec un coup qui est sorti nulle part de James, puis on connaît Ryan James qui est maintenant dans l'UFC, un gars qui est tellement opportuniste, quand il voit un finish, saute dessus, a gagné ce combat-là par rear naked choke. C'était au 4e round aussi, et puis Marc-André Barriault, pour une raison ou une autre, a rendu plein de gars des lutteurs. Principalement Todd Stout. Je pense qu'on s'attendait pas vraiment à ce que Todd Stout arrive là, étant le gars le plus gros des deux, et puis essaye de lutter Marc-André Barriault, mais il s'est fait frapper très fort en tout début de combat par la main droite de Barriault, puis il est étrangement devenu un lutteur, et puis c'est rendu quelque chose qui joue quasiment à l'avantage de Marc-André Barriault que de se faire lutter. Parce que non, il n'a pas la meilleure takedown defense en ville. Il défend bien les takedowns. Mais ce qui fait encore mieux, c'est se faire amener au sol puis tout de suite initier un scramble. Il y a un très bon wrestling switch qui vient chercher, réussit souvent à virer la position comme ça. Il y a des butterfly hooks qui sont vraiment underrated. Il y a des bons butterfly sweep. C'est un gars qui initie des scrambles dès que ça touche le sol. Il ne concède aucune position. Ça fait donc de lui un gars qui est pratiquement impossible à garder au sol, même pour un gars plus gros comme Todd Stout. Donc, si Brandon Kornberger a fait ses devoirs, pour être franc avec vous, je ne crois pas qu'il va arriver là et essayer de contrôler Marc-André Barriault au sol, parce que c'est quelque chose qui s'est prouvé être très ardu et très épuisant pour pas mal tout le monde qui essayait ce gameplan-là contre Barriault. Puis on le sait que Marc-André Barriault, les rounds 4 et 5 sont probablement ses meilleurs. Les rounds où il sort, il pogne son deuxième pied, il sort frais, sort le combattant le plus frais des deux, le plus en chef des deux. Puis c'est là qu'il va chercher ses combats, des combats qui sont très serrés. On pense aux 2 combats contre Strania, le deuxième. C'est dans les later rounds que ça s'est probablement gagné pour Marc-André Barriault. Donc c'est difficile à dire. C'est un match-up absolument incroyable. Je pense que debout, j'aurais tendance à donner un petit edge à Marc-André Barriault, parce que oui, les deux sont très 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 puissants, mais les deux ont affronté de bons cogneurs. Marc-André Barriault spécialement, on pense à des gars comme Strania, des gars comme Yacine, des gars comme Todd Stout, c'est des très forts cogneurs. Puis j'ai sincèrement jamais vu Marc-André Barriault être ébranlé, même s'il a reçu de très bons coups. Je l'ai jamais vu être ébranlé. Et puis j'ai vu Brandon Kornberger se faire ébranler. J'ai vu se faire ébranler par Ryan James, qui est un striker tricky, qui est pas un striker puissant par exemple, qui est un gars bizarre, qui a des longs bras puis qui attaque à des angles absolument impossibles avec son menton ben haut. Mais c'est ça, je n'ai pas même s'il est pas puissant, il réussit à taguer Kornberger à la bonne place, puis ça a été juste assez pour sauter sur la soumission et gagner. Et puis ça, c'est un aspect qui est intéressant pour Marc-André Barriault, parce que je pense que c'est probablement sa meilleure avenue à la victoire. Parce que si ce combat-là devient un grappling match, ça va être un excellent combat, mais ça va être très difficile de savoir qui va gagner, parce que d'un côté, t'as Brandon Kornberger, qui lui se spécialise, je te dirais, à défendre des takedowns puis à punir ses adversaires très solidement pour avoir essayé de le takedown. Marc-André Barriault, comme je l'ai dit, est plus le genre de gars qui se fait takedown, initie un scramble puis finit avec la position sur le top, d'où il peut travailler. Les deux ont du bon top.
Si c'est un grappling match, je vois juste mal Kronberger réussir à contrôler Marc-André Barriault. Et puis quand t'es pas capable de contrôler Marc-André Barriault, c'est là qu'il va finir par te outwork. C'est là qu'il va finir par travailler plus que toi puis gagner à cause qu'il travaille plus que toi. Donc, j'ai tendance à donner un petit edge à Marc-André Barriault, peut-être dans tous les aspects de ce combat-là. Mais je m'attends pas à ce qu'il soit vraiment en avance sur les scorecards quand le 4e round va commencer. Je pense que c'est un combat qui va nécessairement durer jusque-là. Je serais très surpris de voir ça finir avant. Et puis, je m'attends principalement à voir Kronberger en avance après 3 rounds parce que Marc-André Barriault, là, dit lui-même maintenant qu'il est champion, va vraiment laisser plus l'action venir à lui et tenter d'étudier son adversaire parce qu'il sait qu'anyway les rounds 4 et 5 sont ses meilleurs. Donc je vois Brandon Kronberger pousser l'action, chose qu'il aime faire, chose qu'il est capable de se battre sur le reculon, mais dès que tu lui concèdes un pouce, il va le prendre puis il va commencer à aller de l'avant. C'est un gars qui strive quand il va de l'avant à te stocker puis à essayer de placer sa grosse main droite. Donc je vois peut-être Kronberger essayer de lander beaucoup de leg kick, essayer de toucher avec sa main droite, peut-être se sauver avec les premiers rounds comme ça, mais je pense que plus le combat va avancer, plus Marc-André Barriault va se mettre dans son groove, va avoir un bon read de son adversaire, c'est là qu'on va le voir essayer de frapper Brandon Kronberger très fort, et puis s'il le frappe assez fort, soit que d'après moi, il va l'ébranler, chose qui a tendance à arriver à Kronberger, il a tendance à se faire clip dans ses combats une fois de temps en temps, même si c'est un gars très tough, il survit souvent à ça, mais ça a tendance à arriver. Donc soit ça va arriver, ou soit Kronberger va décider d'avoir une approche plus lutteur après avoir mangé le gros power de Marc-André Barriault. Et puis c'est là que je vois Barriault un peu take-over parce que c'est pas un gars qui est facile à contrôler. Et puis, on a vu Kronberger être très solide dans les rounds 4 et 5 dans ses autres combats, mais c'était quand il se battait vraiment dans son style à lui, ça faisait le striker qui essaie de défendre des takedowns. Je ne sais pas si il est capable de se battre 5 rounds au même pace qu'il fait habituellement en étant le gars qui va pousser un game plan plus wrestling heavy, le gars qui va travailler fort pour des takedowns et tout. Et puis, comme j'ai dit à plusieurs fois, Marc-André Barriault strive là-dedans, c'est là qu'il est bon. Quand son adversaire travaille fort pour essayer de le contrôler, Marc-André Barriault est excessivement difficile à contrôler. Et puis, ça va être très intéressant à voir. Chose qui va être à surveiller, c'est que Marc-André Barriault a tendance à donner son dos des fois un peu en se relevant. Et puis, oui, il défend bien de là, mais il y a des gars qui ont passé un peu de temps dans son dos. Puis ça peut être dangereux contre pas mal n'importe qui. Donc ça va être quelque chose à surveiller. Mais mon analyse en général de ce combat-là, c'est que je pense qu'on va avoir un début où je m'attends à ce que Brandon Kronberger pousse une stratégie plus debout qu'au sol. S'il a fait bien ses devoirs, il va se rendre compte que Marc-André Barriault est un gars très difficile à contrôler. Puis oui, il va peut-être mixer des takedowns ici et là pour essayer de justement de faire diversion à Marc-André Barriault puis le déconcentrer sur son striking, sur sa grosse main droite qui va littéralement être le focus premier de Marc-André Barriault. C'est la chose que tu as à regarder quand tu te bats contre Kronberger. Donc, je m'attends peut-être à ce qu'il essaie de grinder dans la cage ou de lander des takedowns pour justement faire diversion puis essayer de mieux passer sa main droite. Mais plus le combat va avancer, plus je vois Marc-André Barriault se mettre dans son groove. Et quand il va commencer à frapper Kronberger, à lui faire mal, c'est soit que Kronberger va s'obstiner à se battre debout et va probablement se faire taguer, ou il va devenir un gars qui va pousser une approche plus wrestling heavy, et à partir de là, Marc-André Barriault va être capable d'être le gars qui est impossible à contrôler et qui outwork son adversaire dans un grappling match pour gagner. Donc, mes deux scénarios, c'est soit un TKO pour Marc-André Barriault au round 4 ou 5, ou une décision, probablement une split décision. Marc-André Barriault est le king des split decisions, le maître incontesté des décisions partagées au Québec. Il a tendance à se retrouver dans ce genre de combat-là, tout simplement des combats très serrés, où il réussit à tout juste avoir l'avantage parce qu'il en fait un peu plus que son adversaire. C'est un peu à ça que je m'attends, mais j'ai quelque chose en moi qui me dit que Kronberger ne va pas arriver là en essayant vraiment de lutter Marc-André Barriault jusqu'au moment où il n'y aura pas le choix de lutter Marc-André Barriault. Donc, je vais plus opter pour le TKO pour Marc-André Barriault au round 5.
Donc c'est ça, on a passé au travers, quelle carte, j'ai tellement hâte de voir ça, et puis on va être à Québec, je vais faire le vlog, si vous me voyez, venez me voir si vous avez envie d'être sur le vlog, vous dites absolument n'importe quoi, ça me dérange pas, au pire je vais vous couper au montage si vous êtes trop niaiseux, mais plus que j'ai de stock, plus que ça va être un vlog ça coche, fait qu'hésitez pas à venir me voir pour ça, et puis laissez-moi un like sur la vidéo si vous avez apprécié ce que vous avez vu, laissez-moi aussi un commentaire pour me dire c'est quoi votre combat le plus attendu, c'est quoi vos prédictions pour la carte, est-ce que vous allez être sur place? Puis ensuite, abonnez-vous à Québec MMA pour plus de contenu. C'est bien important cette semaine. J'ai plein de contenu pour vous. Le vlog qui va s'en venir. Couverture de la pesée. Genre le podcast avec Ada Daishka dans les prochaines semaines. Ça continue d'être à toutes les semaines. Donc abonnez-vous pour tout ce contenu-là à Québec MMA sur YouTube. Et finalement, allez liker et vous abonner à MMA Talk sur Facebook. Parce que c'est là que ça se passe. Et puis, on se voit une prochaine fois.